Oh bonjour Internet, comment va? Nouvelle vidéo sur les références et dans celle-ci nous allons parler d'un icône français culte, légendaire, voilà, mettez les superlatifs que vous voulez, Alexandre Astier. Je crois qu'il y a pas vraiment besoin de détailler qui il est, ce qu'il a fait, etc. Mais par contre, je peux vous expliquer pourquoi ce charmant monsieur me parle autant. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des personnes que je rêverais le plus d'interviewer sur ma chaîne. J'ai d'ailleurs tenté de le contacter sur les médias sociaux, etc. Mais point de réponse, malheureusement. Faudrait que je trouve le mail ou téléphone d'un agent ou quelque chose du genre. Mais bon, là, ça devient un petit peu technique au niveau de mes connaissances et mes réseautages, etc. Donc, si par hasard, quelqu'un qui regarde la vidéo, bah, vous avez des contacts ou moyen de pouvoir le joindre de près ou de loin, etc., faites-moi signe, je suis preneur. Y a pas de souci. Voilà, je ferai tout ce que vous voulez. Bref, après cet aparté où j'essayais de vite fait de vendre mon cul, on va faire quand même un rapide préambule sur le bonhomme et une petite précision au passage. Je suis pas un fan hardcore qui vénère Astier, qui a vu toutes ses pièces de théâtre, ses spectacles et qui a été fouillé tous les secrets et les trucs cachés qu'il a fait avant, etc. Non, mais par contre j'ai de l'admiration pour ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli et l'humilité de cet homme parce que Astier est quelqu'un, je trouve en tout cas, de très très humble. Il est fier de ce qu'il a fait, certes, mais il n'en reste pas moins humble. Suffit de voir quelques-unes des interviews ou déclarations qu'il a fait à divers moments pour s'en rendre compte qu'il voilà, il en impose un peu quand même, mais ça reste quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre. Du coup, le monsieur, bah, on a tous vu de près ou de loin la série Camelot, hein, voilà, forcément. Mais peu de personnes savent qu'au départ, c'était pas forcément un mec du spectacle, du théâtre et compagnie. Il appréciait ça, certes, pas de souci, mais c'est surtout un mec qui vient de la musique au départ, c'est vraiment ça. Si je ne m'abuse, il est d'ailleurs musicologue, et l'une de ses plus grandes fiertés, c'est d'avoir récemment pu composer toutes les musiques et les sons, etc. du premier film Camelot. Ça l'avait beaucoup touché. Je me souviens d'ailleurs qu'il s'était exprimé sur la musique métal, hein, mon petit chouchou à moi. Et je rejoignais beaucoup ce qu'il disait parce qu'il exprimait quelque chose qui est complètement admis en fait dans le monde du métal. Peut-être un peu moins pour les autres, mais bon, soit lui il en parlait en tant que musicologue, en tout cas spécialiste de la musique, c'est que beaucoup de grands compositeurs de jadis, je sais pas moi, Mozart, Beethoven, etc., enfin tous les grands noms de ce genre, bah, ils seraient probablement des artistes de métal aujourd'hui en fait. Il expliquait aussi que la culture métal, parce que oui, c'est d'abord un mouvement contre-culturel, la musique métal, dans une émission à la con, je crois même que c'était le Petit Journal, je verrai si je trouve un extrait, que le pourquoi que beaucoup de métalleux aimaient montrer leurs fesses aux caméras. Et il expliquait, à très 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 juste titre, qu'en fait c'est un geste culturel pour eux. C'est pas juste être vulgaire et graveleux, etc. Ça fait partie d'un tout. C'est le métal. C'est comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais ça m'a fait surtout plaisir, ça m'a agréablement surpris que ben voilà, il était au fait de tout ça, qu'il avait compris et que c'était pas juste un con coincé, dirons-nous. Enfin voilà, c'est quelqu'un, même avec le succès qu'il a eu, il y reste ouvert d'esprit, curieux, cultivé. C'est pas juste un acteur français connu, un petit peu prout-prout, et voilà, moi j'ai réussi et compagnie. Non, 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 il est au fait de pas mal de choses culturelles, et notamment sur la musique, et voilà, tout ce qui va autour de ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Dans un autre registre, il y avait aussi la fameuse, très très connue émission où il a gentiment remis à sa place des personnes issues de la télé-réalité en expliquant que pour lui, ce phénomène-là, la télé-réalité, ah, c'était un peu grave quelque part et qu'il serait intéressant de voir plus de trucs sur la science ou des artistes ou des gens qui nous inspirent, etc., qui donnent envie de comprendre des choses. Ah, voilà, c'était ses mots à lui. Euh, Plutôt que quelque part s'abrutir devant un trou noir intellectuel. Voilà, je suis pas forcément en désaccord. Et personnellement, moi, ça m'avait pas mal parlé parce que j'ai moi-même arrêté de regarder la télévision ou tout ce qui sort à peu près de la télévision depuis genre quoi 2002, 2003, dans ces eaux-là. La, la télé, elle a énormément contribué à une espèce de glorification de la médiocrité, d'une espèce de propagande de la bêtise. Et c'est ça la télé aujourd'hui. Et
j'en peux plus moi personnellement. Et même YouTube aujourd'hui, de nos jours, c'est devenu ça. C'est même pas que ça va devenir, c'est que ça l'est. En tout cas pour les trucs les plus connus qui marchent le mieux sur YouTube. Ce sera un autre sujet pour une autre vidéo, mais voilà, moi ça m'avait quand même beaucoup parlé, et je sais que ça a fait un buzz cette vidéo où il était là sur le plateau. Je crois que c'est Morandini, je crois, je suis plus certain. Ouais, ça a fait un petit choc comme ça quand il a déclaré ça, parce que je pense que c'est le premier à avoir parlé comme ça de critiquer la télé, en fait, tout simplement. Mais il faut noter, toujours sur la notion de l'humilité d'Alexandre, que même s'il a donné un avis un peu tranché quand même et controversé, etc., il est resté très courtois, très poli, et ça, je me souviens l'avoir également retrouvé dans d'autres déclarations qu'Astier avait fait, où il parlait d'autres collègues auteurs. Donc là, il parlait vraiment de l'écriture, avec des gens avec qui il avait pu discuter de ça, ou travailler avec eux et compagnie. Il expliquait que les auteurs, en tout cas de son expérience à lui, je préciserai même en disant des vrais auteurs, mais bon, c'est autre chose. Mais les auteurs, en fait, entre eux, ils sont assez respectueux et pudiques et gênés de commenter, en fait, le travail d'autres auteurs. Pour la simple et bonne raison que l'écriture, c'est quelque chose de très intime, c'est privé, c'est personnel, ça vient des tripes, ça vient de l'âme, c'est un processus créatif difficilement exprimable, je vais y arriver. Et je pense que c'est valable pour tout type d'art en général, mais euh, c'est vrai que l'écriture, on vide son âme en fait sur le papier. C'est pas tout à fait la même chose que les coups de crayon ou les sculpteurs, etc., qui ont chacun leur style, leurs traits, etc. Mais l'écriture, je vois ce qu'il veut dire. En étant moi-même auteur, honnêtement, je vois ce qu'il essaye de dire, et ça m'avait... je l'ai vraiment ressenti très fort. C'est vraiment quelque chose de putain de vrai, et je l'ai vraiment ressenti, non seulement parce que bah, ce qu'il dit est exact, mais j'ai aussi ressenti le manque de ça chez certains auteurs qui ne se gênent pas pour férocement critiquer, ou je me souviens là qui m'avait carrément proposé de réécrire à ma place des trucs. Un, un auteur digne de ce nom, j'entends, doit être respectueux du travail des autres. C'est limite déontologique. Si tu es écrivain, tu respectes le travail des autres auteurs. C'est un peu comme la solidarité des médecins, je crois, avec le serment d'Hippocrate. Tu peux pas désavouer ou dire non, cet autre médecin c'est de la merde, viens chez moi, etc. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu viens pas foutre ton nez dans mes trucs si je t'ai rien demandé. Et si tu le fais, il y a une façon de le faire. Ce serait pas mal si tu le fais avec respect, pudeur, précaution. Voilà, que tu pointes pas du doigt en disant oui, machin, Robert J. Black Madeleine, hein, il fait de la merde, lui c'est un auteur pourri. Ça se fait pas, c'est grossier. Un peu fort de café de moi de dire ça, mais bon. Parce que tu touches à un truc que t'es pas forcément censé toucher. Alors il n'est pas impossible d'être cash et direct, etc., mais il y a une façon de le faire. Par contre, je précise, je parle là d'interaction en privé, genre tu dis tiens, est-ce que j'ai fait ça, tu veux bien jeter un œil, blablabla. Voilà, c'est dans ce sens-là que je parle. Si on est dans le cadre public, c'est différent, c'est encore une autre façon de faire. Tu peux être un petit peu cash, un petit peu cru et dire voilà, pour moi c'est de la merde par exemple. Euh, mais bon, tu vas pas parler directement, genre lettre ouverte à J.K. Rowling, tu fais de la merde, tu sais pas écrire, tu machin bidule. Non, voilà, c'est pas la même chose. Et ce petit segment me donne une idée où je pense que je vais aborder la question de comment les auteurs discutent entre eux, ou comment discuter avec un auteur, ou quelque chose comme ça. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Ouais, ça me donne une idée. Et pour revenir à la vidéo, Alexandre, mais qu'est-ce que c'est un bon auteur? Enfin, il faut le savoir pour ceux qui ont zappé, parce que je pense que c'est connu de beaucoup, mais il y en a qui peuvent oublier. Dans Camelot, et dans plus ou moins tout ce qu'il fait d'ailleurs, il fait tout. Il fait tout. Il fait l'écriture, il fait la direction, il fait le scénario, il fait le casting, il fait la musique, forcément. En fait, je sais pas ce qu'il ne fait pas. Il y a forcément des trucs qu'il fait pas. Euh, Mais je l'imagine bien, genre en post-prod, des effets spéciaux, etc. Il vient, il dit bon voilà, alors on y va, on fait ça. Je ne suis pas sûr de ce qu'il ne fait pas dans ses œuvres à lui, genre vraiment à lui. C'est un monstre le gars, enfin
Même les trucs un peu différents qu'il fait, comme les exoconférences, pièces de théâtre, etc., ou les Astérix qu'il a fait, c'est un monstre. Enfin, qu'est-ce qu'il ne fait pas, ce mec? C'est impressionnant. Le succès de son travail via Camelot, donc, parce que c'est quand même le cœur du boulot d'Astier, sa carrière, etc. Mais c'est tellement mérité par le simple fait qui. Enfin, ça aurait pas pu être autrement. J'aurais trouvé ça criminel. Je veux dire, mes camarades français, vous avez un don pour proposer des trucs un peu nuls et un peu pourris en permanence. Apparemment, chez vous, c'est bien mieux de sortir un film type comédie familiale romantique, plan-plan chiant, que de tenter des trucs un petit peu originaux, ambitieux ou différents. Parce que pour revenir à la littérature 2 secondes, je me souviens que plein de personnes issues du milieu littéraire, genre maison d'édition et compagnie, ils expliquaient qu'ils préféraient importer des livres de science-fiction ou de fantasy ou de fantastique ou de ce que vous voulez d'autres pays plutôt que de promouvoir des auteurs locaux, etc. ou des petits auteurs qui faisaient dans ce style-là. Il y a une espèce de blocage créatif promotionnel envers tout ce qui est pas traditionnel et conventionnel. Il y a ça aussi en Belgique, hein, mais ouais, ça a l'air très très prononcé en France. Chez nous, on a un espèce d'appréciation ou de respect pour les trucs un peu bizarres, parce que c'est en Belgique on fait les choses un peu bizarres en général. Mais ouais, en France, on prend un auteur de fantasy et un auteur je sais pas moi, de policier ou de thriller, etc. Ce sera forcément l'autre qui sera préféré. L'auteur d'œuvres un peu geek, différentes et compagnie sera toujours un peu mal vu. Et donc, Astier, c'est limite une exception à la règle en fait. Le gars, il a tenté un truc un peu original, foufou, un espèce de délire entre potes, parce que c'est vrai que c'était ça au départ, c'était limite un délire entre potes, hein, le tout premier concept de Camelot, le petit court-métrage d'I.S. Arrey, et ça a marché. Tandis que plein d'autres sont encore super loin d'avoir le succès qu'il a eu. Pourtant, eux, ils sont géniaux aussi. Après, il y a des explications de pourquoi ça a marché pour Astier et pas pour les autres, mais ça reste pour moi un espèce de mystère pourquoi pas promouvoir des jeunes talents émergents en France si on n'est pas dans le traditionnel. C'est genre, si tu fais le choix de faire des trucs un peu différents du courant actuel, donc en général les comédies romantiques, les petits trucs films de famille, etc. C'est un mystère pour moi, mais c'est aussi super frustrant parce que même Astier, à côté d'autres grands acteurs ou réalisateurs ou ce que vous voulez, bah c'est personne en fait. Même si ces gens-là sont peut-être moins que lui, parce qu'il fait quelque chose, voilà, série humoristique, un petit peu grossière parfois pour les blagues et tout, les gros mots. Non, non, il va être dans le côté marginal. Il va pas être autant mis en avant que les autres. Je comprends pas. Cela dit, je pense qu'une des raisons qui font, j'ai bien dit je pense, hein, que ça a marché avec Astier, et de façon aussi exceptionnelle et explosive, parce que ça a pratiquement été du jour au lendemain, c'est la volonté de se professionnaliser, de paraître pro et sérieux dès le début, en tout cas le plus possible. Parce que quand on regarde la première saison pilote, donc pas la première vraie saison de Camelot, je parle du pilote et même d'I.S. Arrey, voilà, on voit que c'est un petit peu pas cheap, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu avec des bouts de ficelle. Mais ils ont quand même essayé. Il y avait des acteurs d'exception, ils avaient directement un truc de costume aux petits oignons, la réalisation était top. Voilà, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour être le plus pro et propre et clean et ce que vous voulez possible. Et je pense que ça a pas mal contribué. Et même quand ça a marché, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour faire plaisir aux gens et continuer à s'améliorer, améliorer, je sais pas moi, le son notamment. C'est vrai que le son dans la première saison pilote, un petit peu moyen. Enfin, c'est pas aussi pro que ce qu'ils ont fait après, et voilà. Mais ouais, ils ont continué à essayer de s'améliorer, plus pro, plus joli, plus machin. Par exemple, moi je trouve que le premier film, on sent que c'est 10 fois mieux. Enfin, on sent que le fric qui a été mis dedans n'est pas parti dans le vent. Il y a toujours ce côté un petit peu fait avec les mains, voilà, un petit peu artisanat. C'est pas une super production d'Hollywood, etc. Mais voilà, je pense que ce côté de vouloir faire un truc pro et pas juste des copains qui font ça entre eux pour le délire, ça a dû aider. Ça a vraiment dû aider. Astier, pour moi, c'est un mec ultra doué, ultra pro, j'arrête pas de répéter ce mot,
est ultra investi, plein de conscience professionnelle, qui cherche à bien faire les choses, qui cherche à comment est-ce que je peux que ça soit encore mieux, c'est que ça, il faudrait que ce soit fait comme ci, comme ça, etc. Il veut un truc de la meilleure qualité possible et du reste, bah, il retourne à ses affaires, voilà, il s'occupe pas trop de ça en fait. C'est un artiste de A à Z jusqu'au bout des ongles et il se préoccupe pas il veut juste faire son taf, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est la seule chose qui compte, c'est de réaliser la meilleure œuvre possible. Et ça, qu'est-ce que je comprends et je respecte. C'est, c'est rare aujourd'hui en fait. C'est moche, hein, c'est con. Mais ça devrait être comme ça devrait être la règle de base. Et si on le fait pas, ça devrait être grave. Mais non, ça devient rare. Et c'est pour tout ça et probablement plein d'autres raisons que j'ai oublié de mentionner que Alexandre Astier fait partie de mes références. Merci à toi, Alexandre, pour ton travail. Ton succès est amplement mérité. Il suffit de voir, t'as marqué toute une génération. Ton film est sorti au cinéma et tout le monde l'attendait. Pas pour rien. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Vous voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.